Le corps humain, cet assemblage de milliards de cellules interconnectées, représente le sommet de l'évolution biologique. Pourtant, au cœur même de ce système miraculeux, les plans génétiques peuvent dérailler de manière spectaculaire. À travers le monde, des individus portent le fardeau de conditions si rares, si profondément visuelles et si complexes que la médecine moderne lutte pour les cataloguer, les comprendre ou les traiter. Entrer dans l'univers stupéfiant des anomalies médicales qui continuent de choquer les experts, prouvant que la réalité biologique dépasse souvent la fiction la plus sombre. Numéro 7. Dikoswara, l'homme arbre d'Indonésie. Dikoswara, dont le nom est devenu synonyme de l'extraordinaire à l'échelle mondiale, a enduré une existence définie par l'épidermodysplasie véruciforme EV, l'une des affections dermatologiques les plus troublantes jamais enregistrées. Sa transformation, progressive mais implacable, a commencé par de petites excroissances avant de se métamorphoser en un réseau massif de structures ligneuses, denses et brunâtres, couvrant ses membres à la manière d'écorces et de racines. L'explication scientifique réside dans une convergence génétique et virologique extrêmement rare. L'épidermodysplasie véruciforme est un trouble immunitaire génétique et chronique qui affecte la réponse des kératinocytes de la peau. Chez la majorité des humains, le papillomavirus humain, HPV, est aisément maîtrisé par les mécanismes de l'immunité cellulaire. Cependant, en raison du déficit en antigènes spécifiques dans le système immunitaire de DI, le HPV a pu proliférer sans entrave. Ce dysfonctionnement immunitaire a permis aux lésions verruqueuses non seulement de se développer, mais de s'accumuler en couches épaisses et stratifiées, créant les structures défigurantes et lourdes qui l'ont baptisé l'homme arbre. Le coût personnel fut incalculable. Physiquement, Dikoswara fut rendu incapable d'utiliser ses mains et ses pieds pour les fonctions les plus élémentaires, le plongeant dans une dépendance totale et un isolement social profond. Son cas a incité une attention médiatique et médicale massive, notamment l'intervention du docteur Anthony Gaspari en 2008. Les chirurgies entreprises pour retirer plus de 6 kg d'excroissance ont offert des fenêtres de répit précieuses, lui permettant temporairement de se nourrir seul ou de toucher ses enfants. Mais l'incurabilité du déficit immunitaire sous-jacent garantissait le retour agressif et constant des verrues. Jusqu'à son décès prématuré en 2016 à 42 ans, l'histoire de Dikoswara est restée un témoignage poignant de la fragilité de la réponse immunitaire et de la résilience face à une maladie implacable. Numéro 6. Tress Johnson, l'enfant au visage dupliqué. Tress Johnson, originaire du Missouri, est une anomalie biologique qui défie les statistiques de survie. Il est né avec le diprosopus, ou duplication crânio-faciale, une condition où une partie du visage est répliquée. Sa présentation spécifique impliquait une duplication partielle des structures oculaires et nasales, entraînant une déformation sévère et complexe de son anatomie faciale. L'origine de ce trouble se trouve dans les mystères complexes de l'embryogenèse, spécifiquement dans la régulation du gène Sonic Hedgehog, SHH. Le gène SHH est un morphogène essentiel. Il agit comme un signal pivot durant le développement embryonnaire précoce, orchestrant la formation des structures faciales et cérébrales et assurant leur séparation correcte le long de la ligne médiane. Une expression anormale ou une suractivation du gène SHH peut perturber ce processus délicat, entraînant une duplication des structures crânio-faciales. Le diprosopus est d'une rareté astronomique. Les cas aussi sévères que celui de Tress sont si rares qu'ils ne sont documentés qu'en quelques dizaines d'occurrences historiques, et la majorité de ces nouveau-nés ne survivent pas. 3, cependant, a prouvé la puissance de la volonté de vivre. Sa survie est un miracle médical soutenu par des soins constants. Dès les premiers jours, il a fait face à des crises d'épilepsie d'une fréquence dévastatrice, culminant à 400 par jour, menaçant de détruire son développement neurologique. Les pronostics initiaux étaient nuls. La famille Johnson a persévéré, gérant une fente palatine ouverte et cherchant des solutions pour les crises. L'intégration de l'huile de cannabis dans son traitement a marqué un tournant spectaculaire, stabilisant son système nerveux et réduisant considérablement la fréquence des crises. Atteindre l'âge adulte est, dans son cas,
une prouesse biologique stupéfiante, mettant en lumière l'influence profonde et encore partiellement incomprise des voies génétiques sur la formation de la vie humaine. Numéro 5. Hasna Muhammad Mesmani, la fille qui pleurait des cristaux. En 1996, le cas de Hasna Muhammad Mesmani, une jeune Libanaise, a généré un tumulte médiatique et une perplexité scientifique sans précédent. La fillette de 12 ans prétendait pleurer non pas des larmes d'eau, mais des fragments tranchants semblables à du verre ou à des cristaux. Les témoignages de l'époque, y compris ceux de sa famille et de certains observateurs locaux, affirmaient que ces larmes de cristal apparaissaient et se détachaient de ses yeux sans provoquer de douleur ou de dommages évidents à la cornée, à raison de plusieurs occurrences par jour. Face à la couverture médiatique intense, le phénomène a rapidement été interprété par certains comme un miracle ou un signe divin, Hasna elle-même alimentant ce récit avec des histoires de visites spirituelles. Cependant, la communauté scientifique était confrontée à un défi physiologique majeur. Aucun mécanisme biologique connu ne permettait au corps humain de cristalliser des minéraux exogènes tranchants dans le sac conjonctival. Bien que la cystinose et d'autres troubles métaboliques puissent entraîner des dépôts microscopiques de cristaux, ils ne génèrent jamais de fragments géologiques macroscopiques. Les analyses des fragments retrouvés suggéraient qu'il s'agissait de minéraux terrestres et non de dépôts biologiques. Les tentatives d'examen approfondis par des sceptiques et des professionnels, bien que souvent entravées par des facteurs culturels et l'intrusivité médiatique, ont pointé vers la possibilité d'une dissimulation extrêmement habile. Le chercheur Johnny Kell a publiquement exposé la facilité avec laquelle de petits cristaux, comme des diamants Herkimer, souvent lisses et petits, pouvaient en être insérés et éjectés. Malgré la surveillance, y compris celle de caméras, la nature exacte du phénomène Mesmani n'a jamais été définitivement prouvée ni réfutée. Le cas demeure un exemple fascinant de la manière dont la foi, la perception et une dextérité potentielle peuvent converger pour créer un mystère médical qui résiste à la rationalité scientifique. Numéro 4. Shen Wanji. Vaincre le Genukervatum congénital. Shen Wanji, une femme chinoise, est née avec une déformation physique si extrême qu'elle a passé les 26 premières années de sa vie dans l'impossibilité de se tenir debout. Son diagnostic était celui du Genukervatum congénital sévère, ou Genu recurvatum congénital. Une malformation musculo-squelettique rarissime, où l'articulation du genou se développe courbée vers l'arrière, créant une hyperextension pathologique. Cette anomalie est le résultat d'un développement osseux et ligamentaire incorrect in utero, souvent impliquant un déplacement ou un sous-développement du tibia ou du fémur, et un manque de stabilité des structures ligamentaires postérieures. Dans le cas de Shen Wanji, la déformation était si prononcée qu'elle a dû adopter un mode de vie entièrement quadrupède. Elle utilisait la force extraordinaire de ses bras pour ramper, effectuer les tâches ménagères et naviguer dans son environnement, développant une résilience mentale féroce malgré l'immense douleur chronique et les cales. Le pronostic initial des médecins locaux était l'irréparabilité, en raison de la complexité anatomique et de la durée de la déformation. Son salut est survenu lorsque l'hôpital Tsuchi de Taïwan a pris son cas en charge. L'équipe chirurgicale s'est engagée dans un processus de reconstruction orthopédique sans précédent, nécessitant une planification méticuleuse. Pendant plusieurs mois, Shen Wanji a subi des ostéotomies, coupes d'os précises, visant à briser et à réaligner progressivement ses jambes. Les chirurgiens ont utilisé des fixateurs externes pour maintenir la correction, suivis par des mois de rééducation physique intense et douloureuse pour renforcer les muscles et les ligaments désormais étirés. Finalement, contre toute attente, Shen Wanji a réussi à se tenir debout et à marcher, faisant de son cas un symbole mondial de l'ingéniosité chirurgicale et de la puissance de la détermination humaine face à une adversité physique jugée autrefois insurmontable. Numéro 3. Richard Norris, le miracle de la transplantation faciale complète. La vie de Richard Norris, résident de Virginie, a été brisée en 1997 par un accident tragique impliquant une blessure par balle auto-infligée. Le résultat fut une défiguration catastrophique, effaçant l'intégralité de son nez, de ses lèvres, de sa mâchoire
et de la majorité des structures faciales fonctionnelles. Pendant 15 ans, Richard a vécu reclus, sa qualité de vie réduite au minimum. La respiration, l'alimentation et la parole étaient devenus des actes pénibles. Et son apparence l'avait conduit à un isolement social complet, aggravant une lutte sévère contre la dépression. Les tentatives chirurgicales conventionnelles, utilisant des greffes de peau et de tissus de son propre corps, avaient échoué à restaurer la fonctionnalité essentielle. Son seul espoir résidait dans l'avant-garde de la médecine, la transplantation faciale complète. En mars 2012, il fut le destinataire de la greffe faciale la plus vaste et la plus technique jamais réalisée à ce jour. Sous la direction du docteur Eduardo Rodriguez, à l'Université du Maryland, une équipe de plus de 100 professionnels a mené une opération marathon de 36 heures, remplaçant la totalité de son visage depuis le cuir chevelu jusqu'au cou. L'ampleur de la greffe était stupéfiante. Elle comprenait l'intégration complexe de la peau, des muscles, des nerfs, des os, mâchoire supérieure et inférieure, et même de la langue du donneur. Le succès chirurgical a permis à Richard de retrouver la capacité de sentir, de sourire et de parler de manière cohérente, offrant un retour à une vie quasi normale. Cependant, cette nouvelle vie s'accompagne d'un engagement à vie envers les médicaments immunosuppresseurs. Ces puissants agents, vitaux pour prévenir le rejet des tissus étrangers, exposent Richard à des risques permanents, notamment une susceptibilité accrue aux infections graves et un risque élevé de développer certains cancers et des insuffisances rénales. Le parcours de Richard Norris est une étude constante de la capacité de la science à réparer le traumatisme le plus extrême, tout en soulignant le coût psychologique et physiologique de vivre à la frontière de l'identité et de la technologie médicale. Numéro 2. Ellie Thompson. Le bébé, né sans nez. Ellie Thompson, née en Alabama en 2015, a été confrontée dès sa naissance à l'arynie congénitale. Une condition d'une rareté extraordinaire, touchant seulement environ un individu sur 197 millions de naissances. L'arynie se caractérise par l'absence complète du nez externe, de la cavité nasale et du système olfactif, résultant d'une erreur d'induction lors du développement embryonnaire des placodes nasales. Bien que d'apparence choquante, le défi médical immédiat était lié à la survie respiratoire. Les nouveau-nés sont des respirateurs nasaux obligatoires. Ils ne respirent naturellement que par le nez jusqu'à ce qu'ils développent la coordination motrice de la bouche. Pour assurer son approvisionnement en air à long terme, Ellie a dû subir une trachéotomie dans ses premiers jours de vie. Cette procédure, bien que salvatrice, imposait des défis de soins constants à ses parents. Les parents d'Ellie ont pris la décision admirable de célébrer leur fils tel qu'il était, refusant les tentatives chirurgicales immédiates et complexes de reconstruction faciale qui auraient pu compromettre sa qualité de vie à court terme. L'histoire d'Ellie, partagée largement sur les réseaux sociaux, l'a rapidement transformée en un symbole mondial d'amour inconditionnel et de l'acceptation de la différence. Il a mis au défi les perceptions de la société sur ce que signifie être normal ou complet. Tragiquement, la vie d'Ellie a été courte. Il est décédé en 2017 à l'âge de 2 ans. Malgré sa brièveté, son existence a laissé une empreinte indélébile, servant de puissant rappel de la complexité cachée de la biologie et de la force extraordinaire manifestée par les familles confrontées aux diagnostics les plus rares. Numéro 1. Le moment des cas imprévus. Nora vient tout juste d'arriver au monde, encore fragile et paisible, portée par la chaleur de l'eau et la tendresse des mains qui la protègent. Ses yeux s'ouvrent lentement, curieux et brillants, comme si elle cherchait déjà à comprendre ce nouvel univers. Chaque mouvement est une découverte, chaque sensation une première fois. Autour d'elle, tout est calme, rassurant, rempli d'amour silencieux. Nora ne connaît pas encore son histoire, mais elle commence ici, dans ce moment simple et précieux. Une vie entière l'attend, faite de rêves, de rires, de défis et de liens profonds, guidée par la douceur de ce premier instant. Ces récits ne sont pas de simples études de cas médical. Ils sont des chroniques de l'extrême résilience humaine. Des mutations génétiques chaotiques de chaque individu à naviguer dans l'isolement, la douleur et le questionnement existentiel. Ils représentent la frontière
où la biologie défaillante rencontre l'innovation médicale inlassable, nous rappelant que la quête de compréhension et de dignité humaine est le moteur le plus puissant du progrès scientifique.